Merci beaucoup, Dr May. On va donc finir en beauté ce soir. Après le professeur Valency, on va écouter le professeur Éric Renard, que vous connaissez tous et que je remercie sincèrement au nom de vous tous et de l'Asmédian d'avoir accepté de venir nous entretenir des actualités de la boucle fermée. Comme vous le savez, professeur Éric Renard est chef de service à Montpellier et il est le président de la Société francophone du diabète. Et il a été parmi les précurseurs et les premiers utilisateurs des pompes à insuline en France, en Europe et aussi la boucle fermée. Et dans notre pays, on est encore à nos débuts. On espère pouvoir en avoir plus d'expérience et on vous remercie de partager avec nous votre savoir sur le sujet. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et merci pour cette gentille introduction. Donc, je remercie l'Asmédian de m'inviter à vous partager ces dernières données sur la boucle fermée. La Société francophone du diabète attache beaucoup d'importance au développement de la recherche et des échanges scientifiques avec le monde francophone extra-hexagonal, et le Maroc est sans doute un des plus beaux exemples. Comme je le dis régulièrement au conseil d'administration, l'avenir de la francophonie, c'est l'Afrique, c'est pas l'Hexagone. Et donc, toutes les actions que l'on promeut au niveau de la SFD, eh bien, c'est justement pour qu'elles se tournent davantage vers l'Afrique. Bien sûr, l'Afrique du Nord, mais aussi toute l'Afrique subsaharienne qui doit défendre aussi la science francophone. Donc, sur la boucle fermée, donc, mes liens d'intérêt. Donc, depuis que la mesure continue du glucose est disponible, ça fait maintenant quelques années, ça a été développé au début des années 2000, mais c'est rentré vraiment dans les mœurs au cours de ces 10 dernières années, on comprend la difficulté à traiter un diabète, et notamment un diabète de type 1. Ceux qui utilisent parmi vous les différents systèmes de CGM connaissent ces courbes, avec des patients qui sont insuffisamment dans la zone cible proche de la norme, trop souvent des hypoglycémies, notamment la nuit, et des hyperglycémies naturellement qui sont prédominantes, ce qui fait qu'on a beaucoup de patients diabétiques de type 1. On ne savait pas que c'était aussi compliqué quand on n'avait pas la mesure continue. On avait 3 ou 4 points par jour, donc s'ils étaient proche de la norme, on dit bon, c'est très bien. S'ils étaient en dehors, on ne savait pas trop que faire. Et ceux qui avaient des bons carnets de glycémie et une mauvaise hémoglobine glyquée, ça s'arrêtait là, on ne savait pas que faire. Donc la mesure continue nous a donné vraiment une image de la difficulté de traitement du diabète par l'insuline. Et en médecine, il y a peu de maladies aussi difficiles à soigner que le diabète de type 1. Alors la réponse qui a été proposée et qui est proposée aujourd'hui, c'est face à cette difficulté d'adaptation de l'insulinothérapie qui nécessiterait une prise en charge multiquotidienne par le patient diabétique. C'est sûr que les patients qui font 10, 12 contrôles par jour, ils arrivent, en faisant des petites corrections, à adapter leur dose, mais ils ne vivent plus, ou ils vivent que pour leur diabète. Donc la solution, eh bien, c'est d'essayer d'automatiser ça. Comment automatiser ça ? Eh bien, il faut avoir des capteurs qui mesurent le taux de sucre en permanence. Il faut que cette information soit transmise à un système informatique, à une intelligence artificielle, à des algorithmes que l'on va régler pour viser une cible glycémique proche de la norme. Et le but de l'intelligence artificielle, ça va être d'ajuster la délivrance d'insuline de façon continue par une pompe qui, elle, va viser à ramener la glycémie dans la cible. Et cette information, bien sûr, sera transmise au capteur. C'est ce qu'on appelle la boucle fermée, c'est-à-dire que ça fonctionne comme le thermostat, peut-être pas chez vous, parce que je ne sais pas si vous avez du chauffage, mais chez nous en tout cas, c'est-à-dire que quand la température monte, eh bien, la chaudière va s'accélérer, et quand elle baisse, eh bien, la chaudière baisse. C'est exactement le même principe. Alors on dispose aujourd'hui en France de 5 systèmes qui sont commercialisés depuis quelques années. Donc le système Medtronic 780 qui est sur la gauche, qui va combiner une pompe Medtronic et un capteur, maintenant capteur Guardian 4, qui dure 7 jours et dont les informations peuvent être lues sur une plateforme de téléchargement qui s'appelle CareLink. Et ce système est validé à partir de l'âge de 7 ans. On a le système Tandem Control IQ qui va combiner une pompe Tandem et un capteur Dexcom G6
qui est remplacé, lui, tous les 10 jours et dont les données peuvent être lues donc, sur les plateformes MyDiaby ou GlucoXT et qui est validé à partir de l'âge de 6 ans. Et puis plus récemment, on a d'autres systèmes qui ont été disponibles. Le système CAM-APS FX, développé en Angleterre, qui lui est une application sur smartphone qui va recevoir les données du Dexcom G6 et envoyer l'information en Europe continentale à la pompe Ypsomed. Ce système est autorisé à partir de l'âge de 1 an et ces données sont visibles sur la plateforme GlucoXT. Le système Diabeloop, qui est un système développé en France, qui s'appelle DBLG1, qui est connecté aussi au Dexcom G6. Là, c'est une application qui se trouve dans un programmateur, dans un terminal, et la pompe connectée, c'est la pompe Kaleido, qui est une pompe hollandaise. Ce système est validé à partir de l'âge de 18 ans. Et enfin, le tout dernier, qui actuellement nous occupe beaucoup, c'est le système Omnipod 5. Donc c'est une pompe sans cathéter qui s'appelle la pompe Omnipod, que vous connaissez sans doute, pompe patch, qui est connectée au Dexcom G6, bientôt au Freestyle libre. Et donc on a une télécommande qui va en fait permettre aux patients de voir les données et de programmer les bolus. Mais les deux systèmes, le pod et le capteur, fonctionnent en tandem, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle est dans le pod et ce système est validé à partir de l'âge de 2 ans. Donc voilà les systèmes qui existent aujourd'hui en France. Alors qu'est-ce qu'il en est dans la vie réelle? Puisque vous connaissez les études cliniques, mais ce qui compte, c'est dans la population, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, la SFD a promu un observatoire qui s'appelle OB2F, Observatoire de la boucle fermée en France, en 2022, où on a décidé que tous les diabétologues volontaires, diabétologues d'adultes ou d'enfants, eh bien, rapportent leurs données. Qu'est-ce qui était devenu ces patients qu'on avait mis sous Medtronic 780 ou Tandem Control IQ entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. Donc il y a eu 79 centres français qui ont participé, 55 de diabétologie adulte, 24 de diabétologie pédiatrique, et vous voyez qu'il y a eu plus de 2000 personnes, enfin 2500, 2000 adultes et 500 enfants qui ont été inclus dans cet observatoire. Tout d'abord, on a su un peu comment ça s'organisait. Alors, les participants, vous voyez, étaient assez mélangés. Il y avait 38 CHU, mais aussi des hôpitaux généraux et même des centres libéraux. L'initiation était préparée en consultation dans 2/3 des cas, en hospitalisation dans un peu plus d'1/3 des cas. Et la mise en place se faisait essentiellement en ambulatoire. Donc, en hospitalisation de jour, il y avait très peu d'hospitalisation complète. Et ce qui est important à bien comprendre, c'est qu'on ne fait pas ça tout seul. C'est-à-dire que ce n'est pas un diabétologue tout seul qui va mettre ça en place. Il faut qu'il ait une équipe d'infirmières d'éducation, de diététiciennes et en France, de prestataires de santé qui va fournir le matériel. Vous voyez qu'il y a vraiment un partenariat pluriprofessionnel pour faire de la boucle fermée. On ne peut pas faire ça tout seul. Il faut que la diététicienne apprenne aux patients à compter les glucides, qu'on définisse avec les infirmières d'éducation des ratios, une sensibilité à l'insuline. Et c'est ce trio qui va effectivement mettre en place le système de boucle fermée. Et vous voyez que dans le suivi à 15 jours ou à 1 mois, eh bien c'est toujours ce trio qui est actif. Alors ça a donné quoi? On n'a pas les résultats complètement définitifs, mais ils seront présentés à la SFD à Paris en avril 2025. Eh bien, mais sans trahir le secret, il y a peu de différence par rapport à cette analyse partielle. Vous voyez que ces patients, alors les adultes avaient 7,6% d'hémoglobine glyquée au départ. Vous voyez qu'à 6 mois, ils sont descendus à 7% et ils gardent le 7% à 1 an. Si on regarde le temps dans la cible, eh bien, ils sont passés de 59 à 72% dans la cible. Les hypoglycémies sévères ont été divisées par 5 pratiquement. Et les acidocétoses ont été divisées également par 4. Et chez les enfants, on a des résultats à peu près similaires, peut-être encore plus impressionnants, puisque vous savez que les enfants sont plus à risque de faire des acidocétoses. Et là, donc, on a diminué beaucoup le risque d'acidocétose. Ils ont le même gain en termes de temps dans la cible et d'hémoglobine glyquée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chez les adultes, il n'y a que 1,8% des patients qui ont arrêté la boucle fermée, et chez les enfants, 1%. Donc il y a vraiment une adoption en pratique. Ce n'était pas une étude, là, c'était la pratique, l'observatoire, qui montre donc l'intérêt de la boucle fermée. Alors évidemment, la question c'est, est-ce que ça, c'est valable aussi chez les moins bons patients? Parce que là,
vous pouvez me critiquer en disant oui, mais vous avez pris des bons, ils étaient déjà à 7,6. Alors évidemment, passer à 7, c'est facile, c'était des bons patients. Eh bien, la réponse vient de tomber dans le New England là tout récemment, en octobre. Eh bien, cette fois-ci, ils ont pris donc des 80 patients qui étaient des jeunes patients, qui étaient entre 7 et 25 ans. Ils leur ont fait attribuer de façon randomisée soit un système Medtronic 780, soit leur traitement habituel. Et ils avaient tous plus de 8,5% d'hémoglobine glyquée. Donc ça, ce n'était pas des bons, ils étaient mal équilibrés. Eh bien, dans le groupe, donc à 13 semaines, dans le groupe qui était mis sous boucle fermée Medtronic, eh bien, vous voyez qu'ils sont passés de 10,5% d'hémoglobine glyquée à 8,1%, alors que le groupe contrôle est resté 10,4, 10,6, aucune amélioration. Donc ce qu'on avait déjà vu dans les études cliniques, c'est que les plus mauvais patients s'améliorent le plus, mais là c'est confirmé absolument dans cette étude du New England, moins 2,5% d'hémoglobine glyquée et un gain donc de 8 heures dans la cible par jour, donc c'est énorme. Donc ça veut dire que les plus mauvais patients, eh bien, c'est eux qui ont le plus gros bénéfice de la boucle fermée et en toute sécurité, parce que si vous regardez les effets indésirables, eh bien, il y a eu une hyposévère et 2 acidocétoses dans le groupe contrôle, mais aucun de ces événements dans le groupe boucle fermée. Donc cette étude importante démontre que la boucle fermée, même chez des patients, vous les connaissez, ces patients qui ne vous écoutent pas, qui sont assez indifférents à leur diabète, eh bien quand on leur met une boucle fermée, on les ramène dans le rang en quelque sorte, puisqu'ils ne sont pas à 7%, mais en fait ils étaient à 10,5, ils tombent à 8. Donc c'est quand même nettement mieux. Alors, est-ce que c'est valable avec tous les systèmes? Eh bien, on a fait une étude franco-américaine qui vient d'être publiée dans Diabetes Care, où on a cette fois-ci testé l'Omnipod 5, donc chez des patients adultes qui étaient sous pompe déjà, mais qui avaient, pour la plupart, 80% d'entre eux, avaient plus de 8% d'hémoglobine glyquée. Et sur la même durée de 13 semaines, eh bien, vous voyez qu'on a amélioré par rapport au groupe contrôle qui restait sous son traitement par pompe habituel, avec capteur. Eh bien, le fait de passer à l'Omnipod 5, on a augmenté le temps dans la cible de 17%, on a réduit l'hémoglobine glyquée en moyenne d'1,5% et on a amélioré la qualité de vie évaluée par des questionnaires. Donc, il y a un vrai bénéfice. On peut voir plus en détail. Vous voyez qu'en bleu, la boucle fermée, par rapport en rouge, le traitement donc par pompe et capteur, mais non connecté. Eh bien, vous voyez que dès les premières semaines, de la 1 à 4 semaines, eh bien, tout de suite, on améliore le temps dans la cible et on réduit le temps passé en hypo. C'est un vrai effet interrupteur, c'est-à-dire quand on met la boucle fermée, tout de suite, les patients s'améliorent dans les jours qui suivent. Ça se voit bien sûr sur le profil glycémique moyen et bien sûr la nuit, où le bénéfice est majeur, puisque là, tout est automatique, sauf si on mange la nuit, mais sinon, c'est complètement automatisé. Et si on regarde la répartition du temps dans la cible, eh bien, il y a une très nette amélioration et qui est durable. Alors, est-ce que d'autres systèmes ont montré la même chose? Alors, on a cette étude en vie réelle qui a été faite dans 15 pays avec le système CAM-APS. Eh bien, on voit qu'avec ce système-là aussi, donc en haut, à gauche, vous voyez que le temps dans la cible est haut, quelles que soient les tranches d'âge. Alors, les plus âgés font toujours mieux que les plus jeunes, mais enfin, les plus mauvais, diront les plus jeunes, ils sont quand même à 60% en moyenne de temps dans la cible. Ils baissent leur temps passé en hypoglycémie, c'est le gris clair là, en haut à gauche, et ils sont la plupart du temps en boucle fermée. Vous voyez en bas, ils sont à 90%, 95% du temps en boucle fermée. Bien sûr, les besoins en insuline augmentent avec l'avancée en âge, mais on a aussi de très bons résultats. Donc, quel que soit le système de boucle fermée, en vie réelle, eh bien, il y a un succès thérapeutique. Alors, est-ce que ça réussit aussi aux patients qui font beaucoup d'hypoglycémie? Parce que ça, c'est une préoccupation. Comment traiter ces diabètes instables qui font des hypoglycémies sévères à répétition? Donc, c'est une étude qu'on a faite en CHU de Montpellier et le CHU de Caen, où on a identifié 72 adultes type 1 sous pompe qui avaient des hypoglycémies sévères ou qui ne sentaient pas les hypoglycémies. Donc ces patients qui avaient ce diabète extrêmement instable, ils avaient au moins de 5% du temps en dessous de 70. Eh bien, là aussi, on voit que dès la première semaine, ils réduisent leur temps passé en hypoglycémie, ils améliorent le temps passé dans la cible. Donc les patients qui ont un diabète instable répondent positivement à la boucle fermée, ils sont également améliorés.
Alors maintenant, est-ce que si on fait, comme l'ont fait les Anglais, si on prend la boucle fermée, tout système confondu, on prend à nouveau des patients pas bons, plus de 8,5%. On fait ça à une échelle nationale pratiquement, 31 centres en Angleterre, et on regarde sur 6 mois qu'est-ce que ça donne. Eh bien, je ne vous donne pas le détail des résultats, mais vous les avez à droite. Eh bien, vous voyez qu'il y a une amélioration du temps dans la cible de 27,6%, une réduction d'HbA1c de 1,7%, et vous avez une diminution significative des patients qui se sentent en détresse vis-à-vis de leur diabète. Donc, quel que soit le système de boucle fermée, pour les plus mauvais malades, non sélectionnés, puisque là c'était sur un grand nombre de centres en Angleterre, eh bien là aussi on a une amélioration. Alors, vous me direz 6 mois c'est bien, mais est-ce que ça dure? Alors pour savoir si ça dure, eh bien on a fait une étude française où on a pris donc 119 patients qui étaient des enfants de 6 à 12 ans, on les a mis en boucle fermée et on les a suivis pendant 3 ans pour savoir si c'était durable et notamment si ça durait pendant la puberté. Parce que quand vous regardez les données publiées, la puberté, c'est l'enfer pour le type 1, c'est là où l'HbA1c monte, où on a le déséquilibre complet. Et vous voyez que dans cette série, donc, la moitié des enfants sont devenus pubères en cours d'études. Et si vous regardez les courbes, eh bien, l'HbA1c qui était améliorée à 7%, elle reste pendant 3 ans à 7%, y compris pendant la puberté. Le temps dans la cible s'améliore dès les premiers mois et reste identique pendant 3 ans. Et il n'y a pas de différence donc, liée à la puberté, évaluée sur le score de Tanner. Et chose encore plus intéressante peut-être, c'est qu'il n'y a pas de prise de poids excessive par rapport à l'âge, alors que vous savez que souvent, les adolescents, quand ils ont 7% d'hémoglobine glyquée, ils vont prendre trop de poids, ils vont devenir en surpoids ou obèses. Donc grâce à la boucle fermée, ils n'ont pas pris de poids plus que attendu, bien sûr, par rapport à leur taille. Le BMI n'augmente pas significativement. Donc la boucle fermée, ça marche quel que soit le système, ça marche à tous les âges, quel que soit le niveau d'hémoglobine glyquée de départ, et c'est durable, puisque là, c'est la plus longue série qui a été publiée. C'est sur 3 ans, y compris avec les périodes de la puberté qui est la plus déstabilisante, eh bien, on garde le bénéfice. Alors, est-ce que ce n'est pas la solution de traitement du type 1? Est-ce qu'il ne faut pas le mettre dès le diagnostic de type 1? Alors, on est en train de faire une étude multicentrique française là-dessus, randomisée. Ce qu'on sait déjà, c'est que cette étude anglaise qui avait été publiée dans le New England, où leur but c'était de voir si de mettre la boucle fermée dès le diagnostic, ça préservait l'insulinosécrétion. Évalué sur le C-peptide, eh ben, ce n'est pas le cas, puisque vous voyez en orange, on perd son C-peptide comme dans le groupe contrôle. Mais par contre, si vous regardez à droite, l'hémoglobine glyquée est meilleure sur les 2 premières années lorsqu'on a mis la boucle fermée par rapport à un traitement standard. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que la boucle fermée, ce n'est pas le traitement du type 1, puisque dès le diagnostic, on arrive à améliorer leur contrôle et ça dure. Il y a bien sûr la question de la grossesse. Est-ce que la boucle fermée, ça apporte un bénéfice pour la grossesse, puisque la grossesse est une période précieuse pour la maman, bien sûr, et pour le bébé. Alors pour l'instant, on n'a pas d'étude où on a mis la boucle fermée avant la grossesse. Ce qui a été rapporté, c'est la mise en place, vous voyez, en moyenne à 11 semaines de grossesse. Étude anglaise qui a été faite avec le système CAMAPS. Et vous voyez que pendant la grossesse, en rouge, eh bien, le temps passé dans la cible est meilleur chez les femmes qui ont mis la boucle fermée par rapport à celles qui n'ont pas mis la boucle fermée. Et bien sûr, le bénéfice se voit surtout sur la nuit où la période est automatisée. Malheureusement, il n'y a pas de différence significative sur la macrosomie, tous les facteurs fétaux, mais je vous l'ai dit, la boucle fermée n'a pas été mise avant la grossesse, ça a été mise pendant la grossesse. Alors la question, c'est est-ce qu'il n'y a que le type 1, puisqu'on sait qu'il y a d'autres maladies où on perd la sécrétion d'insuline. Il y a la mucoviscidose, il y a les pancréatectomisés. Alors pour les pancréatectomisés, on a des histoires cliniques qui sont positives, mais là vous avez une étude qui a été faite donc, sur la mucoviscidose et qui montre aussi, vous voyez très bien sur le graphique, en rouge avec la boucle fermée, en bleu sans la boucle fermée, donc avec une insulothérapie classique. Et vous voyez que les patients qui ont une mucoviscidose, eh bien avec la boucle fermée, ils font beaucoup mieux aussi. Ils réduisent beaucoup leur temps passé en hyperglycémie. Il n'y a pas de différence sur les hypos, mais qui n'étaient pas très fréquentes. Mais en tout cas, ils sont mieux en temps dans la cible et moins de temps passé en hyper.
Et puis la question, surtout au Maroc, où vous connaissez bien ça, les types 2. Est-ce que les types 2, sous insuline, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à les mettre sous boucle fermée? Alors, les études commencent à arriver. Là, c'est de la boucle fermée complète. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux patients de faire des bolus. On branche le système et on dit, allez-y, et voyez la différence. En rouge, avec la boucle fermée, en gris, sans la boucle fermée. Donc, vous voyez que les types 2 sous insuline, lorsqu'on les met en boucle fermée, eh bien, c'était publié dans Nature Médecine l'an dernier, eh bien, ils sont nettement mieux équilibrés. Donc là, c'est le prochain combat, c'est permettre aux patients type 2 sous insuline mal contrôlés d'avoir accès à la boucle fermée. Alors, la France donc, est en pointe dans le domaine et donc on a actualisé le positionnement donc, de l'utilisation de la boucle fermée là, tout récemment cette année. Qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé qu'il n'y ait plus de limite d'HbA1c, puisqu'en France, pour l'instant, c'était remboursé que pour les patients qui avaient plus de 8% d'hémoglobine glyquée, ce qui était complètement bête, puisque de toute façon, tout le monde s'améliore. Qu'il fallait 6 mois de pompe pour mettre une boucle fermée. Là aussi, pas de raison, puisqu'on a montré que même dès le diagnostic, on pouvait mettre des boucles fermées. Donc ça, on a eu gain de cause. Donc en France, aujourd'hui, tout type 1, quel que soit son HbA1c, qu'il ait une pompe ou pas, eh bien, il peut accéder à la boucle fermée. On a demandé à ce que ce soit valable à partir de l'âge de 2 ans pour tous les systèmes. Là, on n'a pas encore gagné, mais c'est surtout les fabricants qui, pour l'instant, n'ont pas encore déposé leur demande. Pour la grossesse, vous avez vu des résultats intéressants. Alors certes, on peut dire oui, mais il n'y a pas de différence sur le devenir fœtal, etc. On manque de données, certes. Mais enfin, c'est autorisé. On peut utiliser notamment le système CAMAPS, mais aussi le système Medtronic pendant la grossesse. Ouvrir la boucle fermée au diabète insulinoprive, y compris les DT2 sous multi-injection ou pompe. Là aussi, pour l'instant, ça n'est pas encore ouvert. Évidemment, le payeur a la trouille, parce que si on rembourse la boucle fermée pour tous les types 2 sous multi-injection qui sont mal équilibrés, ça va coûter cher. Alors, ce qu'on a demandé aussi, mais là c'est plus aux fabricants, est-ce qu'ils ne peuvent pas améliorer l'ergonomie des systèmes de boucle fermée? Alors bien sûr, vous allez me dire, avec l'Omnipod 5, c'est super ergonomique, mais il y a quand même le problème des alarmes qui sont souvent gênants dans la vie quotidienne. Donc même si les gens sont mieux équilibrés, ils se disent, oui, mais j'ai un système sur moi, quand je vais à la plage, quand je vais avec mon petit copain ou ma petite copine, il y a une pompe, il y a un capteur. Donc est-ce qu'on ne peut pas faire plus petit? Est-ce qu'on ne peut pas aussi rendre les systèmes interopérables, c'est-à-dire que le patient pourrait choisir son capteur et sa pompe, et quel que soit le système, il ferait son système à lui. Alors c'est très promu aux États-Unis. Pour l'instant, la France est très conservatrice. C'est un système qui a un capteur, une pompe, un algorithme. On ne peut pas mélanger, mais ça va changer puisque beaucoup de systèmes pourront utiliser plusieurs types de capteurs. Ce qui est important, et la SFD souligne ça, c'est qu'il faut absolument que les professionnels de santé qui s'occupent des types 1 soient formés. Ça, c'est très très important. Il ne faut pas dire « je suis diabétologue, j'ai lu les études, donc puisque je suis diabétologue, je peux mettre une boucle fermée ». Ça n'est pas vrai, et je parle en connaissance de cause. Donc l'HAS a validé tout ce que je vous ai dit et a bien insisté, à notre demande d'ailleurs, sur le fait que les systèmes de boucle fermée doivent être mis en place par des équipes formées et pas par des individus. Alors, il y a des critères. Les critères, bien sûr, c'est d'être déjà une équipe et pas d'être tout seul. Et ce qui est important pour être formé, eh bien, c'est d'avoir eu non seulement la formation du fabricant, mais une formation universitaire. Et donc, je vous invite, et je sais qu'il y a déjà des Marocains qui ont suivi cette formation-là, c'est un diplôme interuniversitaire qu'on coordonne à Montpellier, mais il y a une douzaine d'universités françaises qui participent. C'est des cours à distance, donc vous pouvez les suivre au Maroc. L'examen se fait à distance et vous pouvez avoir un diplôme interuniversitaire français de gestion de l'insulothérapie automatisée, c'est-à-dire que vous aurez donc des cours sur une semaine à distance. Par contre, il faudra faire un stage dans un centre pendant une semaine où vous allez voir justement comment on suit, comment on met en place les systèmes de boucle fermée. Donc tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à vous inscrire. Je sais qu'il y a déjà des Marocains qui ont suivi cette formation. Alors évidemment, ça change notre métier de diabétologue. C'est-à-dire que, bien sûr, on regarde toujours l'hémoglobine glyquée, on regarde le temps dans la cible, on regarde les données du CGM,
Mais pourquoi il faut cette formation? C'est que là, on va devoir regarder comment le patient utilise. Parce que l'hémoglobine glyquée peut ne pas atteindre les buts si le patient n'utilise pas bien le système. Et donc, il faut qu'on vérifie qu'il porte bien son capteur, qu'il active bien l'algorithme, qu'il change bien les cathéters et les réservoirs de sa pompe, parce que ça reste une pompe de base, qu'il fasse les calibrations si besoin, qu'il annonce les repas, parce que c'est des systèmes hybrides, donc il faut savoir compter les glucides et annoncer, qu'il faut savoir se resucrer, mais pas trop, sinon le système va envoyer trop d'insuline. Bref, il y a tout un interrogatoire un peu systématique lorsqu'on voit les patients en consultation. Il ne faut pas oublier de leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils sont plus heureux depuis qu'ils ont la boucle fermée, ou est-ce que, bon, apparemment 99% le sont, puisqu'il n'y en a qu'à 1% qui arrêtent. Il faut être prêt à faire du télésuivi, c'est-à-dire qu'il faut savoir suivre les patients à distance, et s'ils nous appellent, il faut qu'on regarde sur la plateforme quels sont leurs résultats, pour pouvoir voir tout de suite, sans qu'ils se déplacent, leurs données. Il faut parler entre nous, les centres initiateurs et aussi les diabétologues de ville qui sont maintenant formés au suivi de ces patients. Et puis, bien sûr, continuer à suivre tout ce qui fait la complexité du diabète, les facteurs de risque associés, dépister les complications et savoir ajuster les paramètres selon les systèmes qu'on utilise. Alors, je ne vais pas vous les donner de manière exhaustive, mais chaque système, pratiquement, a des éléments de jugement différents, de réglages différents. Vous voyez que pour certains, il faut choisir la cible glycémique, pour d'autres, il faut choisir les débits de base importent, pour d'autres, ils ont des modes particuliers, comme le mode sommeil, par exemple, pour le système Control-IQ. Donc chaque système a ses manettes, en quelque sorte, et selon les manettes, déjà, il faut les apprendre, et puis il faudra choisir. Par contre, ce qui est toujours vrai, c'est qu'il faut toujours compter les glucides et les annoncer. Si on ne le fait pas, néanmoins, vous voyez sous forme de carré ici, les patients qui n'annoncent pas leur repas, ils ont quand même entre 50 et 65% de temps dans la cible. Donc si vous avez des ados qui se foutent du diabète et qui vous disent « moi, les annonces de repas, jamais », eh bien s'ils sont à 15% dans la cible, vous êtes sûr au moins qu'ils iront au moins à 50% dans la cible. Si par contre, ils veulent atteindre presque 100% dans la cible, il faut qu'ils annoncent les repas. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'une fois qu'ils atteignent les 50%, eh bien, ça les interpelle parce que je n'ai jamais eu des résultats comme ça. Ils se mettent à vouloir compter les glucides et ils rentrent dans le système. C'est un vrai cercle vertueux. Ça, c'est valable pour tous les systèmes. Pour l'instant, on n'a pas de système qui soit différenciant. Et puis, il y a des plus et des moins pour chacun des systèmes. Il y a des systèmes plus robustes, comme le système Medtronic, d'autres comme le tandem Control-IQ, qui est plus adapté aux gens qui sont perfectionnistes, qui vont vouloir changer différents éléments en intervenant sur plusieurs manettes. Il y a le système Omnipod 5, qui est extrêmement simple, surtout pour les patients qui ont déjà des pompes patch, mais qui a ses limites aussi. On peut avoir des réactions cutanées, c'est plus limité dans la possibilité d'intervention. Le système CAM-APS, qui est très performant, mais qui nécessite plus d'éducation. Donc vous voyez que la boucle fermée, maintenant, c'est les boucles fermées. Elles sont pour tous, mais la grande question aujourd'hui, c'est quelle boucle fermée je vais choisir pour mon patient, selon son profil, selon sa volonté de participation. Et pour conclure, bien sûr, je vous dirais que tout ce qui a été fait, c'est grâce à mon équipe de Montpellier et puis aussi aux échanges au quotidien avec ma compagne qui permet d'améliorer mon expérience au quotidien. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Renard. Je pense que la salle était convaincue de l'indication, mais là, on est convaincu que c'est pour tous les patients diabétiques de type 1 et pas juste ceux qui avaient des problèmes de contrôle ou des hypoglycémies répétées. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des interventions ou des suggestions? En attendant, professeur Belkhadir, tu avais une question? J'ai pas vu au fond, professeur Beizri. Alors, il faut lui donner un micro, s'il vous plaît. Professeur Beizri, qui est chef de service de l'hôpital militaire de Marrakech. Bonjour, professeur Renard. Merci pour votre excellente présentation. Au Maroc, on commence à avoir des patients sous pompe en boucle fermée, notamment la 780. Et parfois, on a un souci avec un certain nombre de patients qui nous disent comme quoi chaque fois qu'ils vont rentrer
le taux de glucides ou donner l'information à la pompe par rapport au taux de glucides, ils estiment que la dose calculée, elle est sous-estimée. Et parfois, qu'est-ce qu'ils font c'est-à-dire en pratique? Ils augmentent la quantité de glucides pour avoir le bolus qui correspond. Est-ce que vous avez la même chose chez vos patients? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, ma réponse à ces patients, c'est qu'il faut laisser faire la pompe parce que ça fonctionne par l'intelligence artificielle. Et puis, si on lui donne de faux résultats ou de fausses informations, on risque d'avoir une adaptation qui est faussée. Qu'est-ce que vous faites en pratique? Oui, alors, il y a deux réponses à votre question. La première, c'est que ce que vous décrivez, malheureusement, c'est lié un peu au système Medtronic. C'est-à-dire que le système Medtronic, pour des raisons de sécurité, réduit les bolus par rapport aux glucides lorsqu'il estime qu'ils sont trop forts par rapport aux besoins de base du patient. Donc là, si cette règle s'applique à votre patient, il faut qu'il change de système, parce que c'est inhérent au système Medtronic. La deuxième réponse, c'est vous avez raison, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux patients à lâcher prise, c'est-à-dire à laisser faire le système et ne pas faire des fausses déclarations parce qu'ils peuvent s'induire des hypoglycémies. Mais effectivement, le premier point, c'est principalement lié au système Medtronic. Alors, le système Medtronic est un système robuste qui réussit à beaucoup de patients, même non participatifs, mais qui a beaucoup de règles de sécurité. C'est-à-dire qu'il va s'interrompre, il va sortir de la boucle fermée dans de nombreux cas où, statistiquement, il estime qu'il peut y avoir un risque. Alors, ces restrictions étaient faites, bien sûr, dans une bonne intention, mais pour certains patients, c'est vraiment gênant, notamment ceux qui voudraient avoir plus d'insuline par rapport aux glucides, et en fait, le système va les bloquer. Merci beaucoup. Une dernière question, professeur Abainao. Merci, professeur, pour cette excellente présentation. Ma question à propos du dernier partenariat entre Medtronic et Abbott. Est-ce que vous avez une expérience sur la boucle fermée Freestyle Libre 3 et Medtronic 780G? Alors, le partenariat, il est pour le futur. C'est que pour l'instant, on a les capteurs Medtronic qui sont un peu le maillon faible de ce système. Donc c'est une bonne idée, je crois, qu'a eu Medtronic de s'associer à Abbott et pour mettre en place, pour équiper ce système de meilleurs capteurs, parce qu'actuellement, la faiblesse de Medtronic, c'est ses capteurs. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Ça va dans le sens aussi où, en fait, des capteurs pourront être utilisés avec différents systèmes. On sait que, par exemple, l'Omnipod 5 pourra utiliser le Freestyle Libre 2 certainement dans quelques mois. Donc, c'est bien. C'est-à-dire que les patients auront plus de choix. On ne sera pas verrouillé dans le choix du capteur. On n'aura pas besoin de comptage du glucide. Oui. Alors, il y a des patients qui le font déjà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des patients qui utilisent des systèmes hybrides sans rien déclarer. Donc, vous voyez que ça leur réussit pas si mal puisqu'ils sont entre 50 et 60% dans la cible. En fait, ce qu'il faut, c'est que le système puisse détecter automatiquement les repas. Donc, il y a des équipes qui travaillent là-dessus pour changer les algorithmes de manière à ce que sur certaines tranches horaires, quand la glycémie commence à monter, c'est un repas et donc ça va envoyer automatiquement un bolus. Alors, c'est surtout utile pour ceux qui ne déclarent pas leurs glucides, justement. C'est eux qui vont bénéficier de ce genre de système. Pour ceux qui font déjà tout bien, ça ne va pas apporter grand-chose. Il y a aussi des perspectives de faire des systèmes qui seraient avec la voie intrapéritonéale. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer l'insuline sous-cutanée, on l'envoie dans le péritoine. Parce que dans ce cas, c'est beaucoup plus rapide et ça permettrait, on l'a déjà fait en expérimentation à Montpellier, de faire des boucles fermées complètes. Donc ça, c'est une autre option. Troisième option, c'est d'avoir des analogues de l'insuline super rapides. Actuellement, les algorithmes sont développés pour les analogues rapides qu'on connaît, l'Humalog, le Novorapide. Mais on sait qu'il y a la FIASP, il y a l'Iumgev, il y a des ultra rapides. Donc il faudrait que les algorithmes tirent parti de ces analogues ultra rapides et si possible d'avoir des analogues encore plus rapides pour vraiment mimer le plus possible l'insulinosécrétion. Donc il y a différentes pistes qui sont actuellement en recherche pour essayer d'avoir une boucle fermée complète et qui apporte encore un bénéfice. Merci.
Merci beaucoup. Merci encore une fois, professeur Renard, pour votre intervention et pour les réponses aux questions. Avant de faire notre assemblée, on va l'applaudir et remercier encore une fois pour les efforts de coopération et de collaboration entre la SFD et le Maroc. Avant de faire notre assemblée générale, nous allons laisser la place au président de l'ASMEDIAN pour la remise des prix des communications orales et postères. C'est pas maintenant? Oui. Donc, je vais... Moi, je vais rester là. Oui, bien sûr. Mes chers collègues, merci d'être restés si tard. Comme à l'accoutumée, nous allons remettre les prix des meilleures communications d'endocrinologie, diabétologie, des communications orales et des communications affichées. Je demande à Hind El-Araqi de me donner la liste du jury qui s'est occupé de l'évaluation de ces communications, d'envoyer la liste. C'est bon, il peut lancer. Donc, on remercie les membres du jury des posters et des communications orales qui est composé de jeunes agrégés et assistants et également de médecins installés au privé ou au public. Je remercie donc les professeurs Ben Qassem, professeur Ghanimi, professeur Ben Qassem de Tanger, Ghanimi de Laayoune, professeur Amel Moumen de Meknès, professeur Rizdan Sabbar de Rabat, professeur Abadi de Rabat, docteur Enezk de Marrakech, je ne me trompe pas, et docteur Zrad de Rabat, docteur Masso de Rabat, qui sont la secrétaire générale adjointe et la trésorière adjointe de l'ASMEDIAN et qui ont beaucoup travaillé pour que ce congrès se passe dans de bonnes conditions. Merci Hind. La première communication orale en diabétologie. C'est le docteur Ftouh Wiam. Je demande au docteur Sahel de lui remettre son attestation. Et vous avez un petit chèque. Et vous avez un saladier offert par la ville de Marrakech. Bravo, docteur Wim, pour sa communication sur la masse LD et le risque cardiovasculaire chez le type 2. Je demande au professeur Éric Renard de venir un petit peu pour la photo. Ça va lui laisser un bon souvenir. Félicitations. Futur de la pompe. Est-ce qu'on peut appeler la prof, non? Pardon? Professeur Ben Qassem, professeur Ben Qassem, la chef de service. Vous voulez professeur Ben Qassem, il n'a pas oublié son chef de service. Elle est là. Elle est reconnaissante. Hein. Venez par là. Merci. 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 Merci, professeur Vénac. Alors, premier prix en endocrinologie, communication orale. Docteur Wahbi Salma. Elle est là? Docteur Wahbi Salma? C'est le chef de service du coup. Donc, docteur Wahbi Salma a fait une très belle communication sur les adénomes thyroïdiens à cellules Elle n'est pas claires. là? C'est son chef de service qui va la représenter. C'est le professeur Faisal Bendouz. Et je demande au professeur Belkhadir. C'est pas lourd aussi. Tu es un homme. هادشي خير كاع نبداو نوصلوه.
شغلك هذيك. Merci. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Professeur Gendouz Faisal, chef de service d'endocrinologie et diabétologie à l'hôpital militaire Moulay Ismail Amknas. Communication orale, communication affichée. Premier prix de communication affichée d'endocrinologie, de diabétologie. Mandari Oumaïma. Mandari Oumaïma. Absente. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Quelqu'un Agadir? Oui. Elle est d'Agadir. Agadir. Professeur Straibi. La jeune prof assistante d'Agadir et Le le doyen doyen. d'Agadir. Elle est doyen. Il y a la chef de service. لا 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 PA اجي شيماء C'est- nouvelle PA promue. Ah donc ça va, c'est bon. Hein. Je peux partir moi. Vous êtes en force. Alors ils vont recevoir le prix de Oumaïma, qui est d'Agadir. Professeur Straibi et les doyens de la faculté de médecine d'Agadir. Et vous êtes une nouvelle professeur Shema Alami Hassani. Waouh, une cousine. Elle est chef de service d'endocrinologie à l'hôpital universitaire d'Agadir. سير. واصلة. جاية. Merci. Communication affichée. Oh, docteur Talb Shema. Professeur Harbi. Professeur Harbi. Donc Sheima a fait un poster sur une entité Et en rare, même temps, le le professeur paragangliome. Paul Valency. Voilà. Sur les paragangliomes thyroïdiens. Félicitations. Professeur Harbi, chef de service d'endocrinologie et diabétologie au CHU Ibn Sina à Rabat. Professeur Paul Valency, je ne le présente pas. Merci. Merci. Il n'y a plus rien. Merci beaucoup aux efforts des différents CHU pour présenter leurs travaux. Et on va donc clore cette session de l'après-midi et nous allons faire notre assemblée générale qui va rassembler donc les endocrinologues à jour de leur cotisation et qui sont inscrits chez Johara. Merci beaucoup. On va prendre 5 minutes le temps que la salle puisse se vider. Et pour le dîner, on va démarrer à 20h pour ceux qui qui ne font pas partie de l'assemblée. Et puis on va vous rejoindre, j'espère, à 20h aussi. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à tous.